Alors, voici la troisième vidéo sur le module 4 et donc chapitre 4 sur la communication cellulaire. On va donc maintenant continuer la partie 2 et donc le paragraphe 2.2 sur les molécules chimiques informatives et les récepteurs associés. Alors, avant de voir les récepteurs, on va s'intéresser tout d'abord aux molécules chimiques. Alors, ces molécules sont très différentes et justement, on essaie justement de les classer dans les grandes catégories. La première, c'est ce qu'on appelle des médiateurs chimiques locaux. Donc l'exemple, alors je vous demande de retenir les différentes catégories, donc la médiateurs chimiques locaux, et de retenir un exemple. Donc un exemple de médiateurs chimiques locaux, ce sont les histamines qui sont justement des médiateurs qui sont sécrétés en cas de réaction allergique, qu'on appelle des réactions d'hypersensibilité, que vous verrez justement en immunologie en deuxième année. Alors pour comprendre un petit peu ce phénomène, c'est que vous avez ici une première exposition à l'allergène, ce qui va donc stimuler ici les plasmocytes qui vont libérer certains anticorps qu'on appelle les IgE. Les IgE vont se fixer ici à la surface des mastocytes, qui sont des cellules justement spécifiques de la réaction d'hypersensibilité et qui possèdent dans certaines vésicules justement des molécules qui sont responsables de la réaction allergique, dont les histamines. Donc lorsque les anticorps ici, donc cette cellule est recouverte d'anticorps. Lorsque la personne est de nouveau, donc là on dit qu'on est sensibilisé si vous voulez, d'accord. Là on a la personne. Par contre, quand on est de nouveau exposé à l'antigène, l'antigène va être directement reconnu par les anticorps de surface des mastocytes, ce qui va entraîner une réponse cellulaire qui est donc la fusion des vésicules qui contiennent les histamines, donc les autres molécules qui vont provoquer la réaction allergique, dans le milieu extracellulaire, ce qui va faire apparaître donc les symptômes d'une réaction allergique chez la personne. Voilà, donc ça vous le verrez, hein, les réactions d'hypersensibilité avec la libération d'histamine par les mastocytes ou les basophiles, hein, vous le verrez donc en deuxième année. Deuxième catégorie de molécules informatives, ce sont les hormones. Donc elles sont sécrétées uniquement par certaines cellules qu'on appelle les cellules endocrines. Et on l'a vu dans la communication endocrine, les hormones, pour agir sur leurs cellules cibles, doivent forcément passer par la voie sanguine pour rejoindre ces cellules. Alors, justement, leur action se manifeste à plus ou moins long terme, donc évidemment, ça dépend de chacune des hormones. Donc là, il est difficile de donner des exemples, vous le verrez surtout en deuxième année également en module clinique. Alors les exemples, évidemment, on peut en citer plein, mais évidemment, peut-être retenir l'insuline, la testostérone, puisque vous verrez également les hormones sexuelles dans le module 8 sur tout ce qui est reproduction et ensuite maîtrise de la reproduction. Alors justement, je reprends parce que certains connaissent évidemment le mode d'action de l'insuline. Donc là, vous avez l'exemple ici de la présence de glucose. Donc c'est-à-dire qu'il y a une concentration très importante de glucose. Donc ici, ça va stimuler ce qu'on appelle les cellules bêta d'un îlot de Langerhans, qui sont des cellules en fait qu'on retrouve au niveau du pancréas. Le pancréas, en réponse à la présence de glucose, va produire de l'insuline qui va se retrouver donc dans le sang. Donc là, l'insuline est transportée dans le sang avec évidemment du glucose. Donc là, on est en hyperglycémie. Cette insuline en vert va se fixer sur ces récepteurs spécifiques et grâce à cette fixation, les cellules vont être plus perméables, donc c'est-à-dire qu'elles vont laisser passer plus de glucose du sang vers l'intérieur des cellules. Et là, justement, les cellules vont pouvoir vont stocker le glucose sous forme de glycogène. On l'a vu en cours. Le glycogène, c'est un polymère glucidique fait de nombreuses molécules de glucose. Donc là, la cellule cible qui est capable, donc cellule cible de l'insuline, ça peut être une cellule hépatique ou également des cellules musculaires. Vous avez des grains de glycogène qui sont utilisés justement notamment lors d'un effort physique important. Donc là, l'insuline entraîne le stockage du glucose qui est en trop grande quantité dans le sang, rentre dans les cellules, ici cellules cibles, pour le stocker sous forme de polymère. Troisième catégorie, donc, ce sont les neurotransmetteurs. Alors attention, on le retrouve d'ailleurs dans le nom. Ce sont des molécules qui sont sécrétées par les neurones et qui vont justement être libérées dans la structure qui relie deux neurones qu'on appelle une synapse.
L'exemple d'un neurotransmetteur que vous connaissez, hein, c'est l'acétylcholine qu'on abrège A majuscule et CH minuscule. Quatrième catégorie, ce sont les cytokines, et ça vous l'avez vu, hein, ce sont les molécules sécrétées par les cellules immunitaires. Donc là, le but, c'est de permettre la communication entre les différentes cellules du système immunitaire, pour qu'elles puissent fonctionner de façon cohérente et contrôler donc la réponse immunitaire. Alors évidemment, là, il y en a plein. Donc vous avez l'interleukine, comme l'interleukine 2, la 1, la 4. On a également le TNF, un Tumor Necrosis Factor. Voilà, donc cette vidéo, hein, juste pour vous parler des différentes molécules informatives. On va maintenant continuer sur les récepteurs associés aux molécules informatives. Alors les molécules informatives agissent par l'intermédiaire de récepteurs protéiques. Donc là, vous pouvez rajouter dans votre cours, hein, qui assurent la transmission de l'information et de la réponse cellulaire qu'elle déclenche. Alors justement, ces récepteurs sont très variés au niveau de leur structure, mais également au niveau de leur fonction. Donc justement, cette phrase est très très importante puisque justement c'est une question assez souvent posée à l'examen. C'est qu'en fonction de la molécule informative qui va être libérée, les récepteurs qui vont pouvoir les fixer vont être implantés à des endroits différents au niveau de la cellule cible. D'accord? Donc mettez bien cette phrase en évidence et on va pouvoir ensuite justement le démontrer avec un schéma que vous avez justement par la suite. Alors il y a deux grandes catégories de récepteurs. Donc vous avez dans vos documents une feuille avec des documents annexes. Donc là vous allez prendre le document annexe A qui vous donne la classification des récepteurs aux médiateurs extracellulaires. Donc là pour cette partie, c'est tout en haut du document. On a d'un côté les récepteurs transmembranaires. Donc ce sont des molécules qui sont donc des protéines transmembranaires donc, qui traversent la membrane. Et de l'autre côté, on a des récepteurs intracellulaires, c'est-à-dire donc soit ces récepteurs sont solubles, hein, ils sont dans le cytoplasme directement, soit ils sont à l'intérieur du noyau. Et vous voyez justement, en fonction des hormones, vous voyez, hormones thyroïdiennes ou hormones stéroïdes, donc les récepteurs sont placés à des endroits différents. Donc ça, on le mettra sur le schéma récapitulatif. Donc les récepteurs intracellulaires, donc dans les récepteurs intracellulaires, on vient de le voir, il y a deux catégories, cytoplasmiques ou nucléaires. Donc là, ce sont des protéines intracellulaires qui reconnaissent les molécules liposolubles, c'est-à-dire des molécules hydrophobes. Donc hydrophobes, vous ne l'avez pas dans votre cours, mais vous pouvez le rajouter, hein, d'accord? Ce sont des molécules hydrophobes, molécules informatives hydrophobes, qui se fixent sur des récepteurs intracellulaires. On le verra juste après. Pourquoi il est important de préciser qu'elles sont hydrophobes? On l'a déjà vu quand on a parlé de la membrane. Ces molécules hydrophobes peuvent traverser la membrane plasmique, d'accord, directement. Et quand elles sont à l'intérieur, elles peuvent avoir une action intracellulaire. Et donc on a les récepteurs transmembranaires. Donc là, ce sont des protéines membranaires qui reconnaissent spécifiquement les molécules hydrosolubles, donc solubles dans l'eau. Et évidemment, on peut remplacer hydrosoluble par le terme hydrophile. Et comme elles sont hydrophiles, on l'a vu dans le chapitre 2 des membranes, les molécules hydrophiles ne peuvent pas traverser directement la membrane cellulaire. Donc elles doivent faire passer le message en restant à l'extérieur. Donc pour cela, elles vont se fixer sur des récepteurs membranaires et ensuite, pour faire passer l'information, on va faire intervenir ce qu'on appelle des seconds messagers. Donc le premier messager est à l'extérieur, il reste bloqué à l'extérieur parce qu'il est donc hydrophile. Mais l'information va passer grâce à une deuxième molécule, cette fois-ci intracellulaire, donc qui est produite par la cellule, qu'on appelle un second messager. Alors ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas tout de suite la notion de second messager, on aura l'occasion par la suite de le développer plus en détail. Alors pour placer évidemment, je vais vous faire déjà passer une petite vidéo de quelques minutes qui vous parle des différentes catégories de récepteurs cellulaires. Au niveau des molécules qui sont échangées entre cellules, donc ces fameux signaux, on peut les distinguer au plan chimique
Il y a des gaz, par exemple le NO, il y a des peptides, des protéines, il y a aussi des lipides qui peuvent servir de messagers, et également donc des hormones, soit protéiques, soit lipidiques, qui sont émises par des cellules spécialisées au niveau des glandes. En fonction de la nature chimique de ce signal, et notamment dans le cas de signaux solubles, il existe des récepteurs, mais des récepteurs qui sont à l'intérieur de la cellule, dans le cytoplasme, qu'on appelle des récepteurs nucléaires. Et ces récepteurs nucléaires qui captent un message qui a traversé la membrane plasmique de la cellule sont le plus souvent des facteurs de transcription, c'est-à-dire des protéines qui, activées par le signal, vont aller activer l'expression de certains gènes cibles. À côté des récepteurs nucléaires qui sont dans la cellule, la plus grande partie des récepteurs qui reçoivent ces messages sont des récepteurs qui sont posés à la surface des cellules, qu'on appelle des récepteurs membranaires. Alors on va distinguer dans cette famille de récepteurs plusieurs sous-catégories. La première, par ordre d'importance numérique, ce sont les récepteurs couplés aux protéines G. Alors ces récepteurs sont posés à la surface des cellules et lorsqu'ils sont activés par l'arrivée d'un signal, ils vont recruter une protéine qui est collée à la membrane mais au niveau intérieur de la cellule, qu'on appelle une sous-unité alpha, bêta, gamma. Et on va assister à une activation de ce complexe, de cette protéine G, et cette protéine G activée va à son tour recruter une autre partenaire qui est une enzyme qui va fabriquer à partir d'un précurseur déjà présent dans la cellule un messager secondaire qui lui-même va entraîner cette cascade de signalisation. Alors ça permet par ailleurs l'amplification du signal, à savoir une molécule signal qui arrive de l'extérieur va permettre la fabrication de plusieurs messagers secondaires à l'intérieur de la cellule. Et ces messagers secondaires vont ensuite activer une cascade de signalisation. Donc ça, c'est pour les protéines couplées à des protéines G dans lesquelles on trouve trois partenaires, le récepteur, la protéine G et l'effecteur enzyme qui fabrique le messager secondaire. Alors à côté de ça, on a aussi des enzymes, des récepteurs enzymes. Et ces récepteurs enzymes, en fait, ont trois domaines. Un domaine à l'extérieur de la cellule qui reconnaît le signal, un domaine qui traverse la membrane et un domaine à l'intérieur de la cellule qui a une activité enzymatique. Alors en général, ces récepteurs enzymes, lorsqu'ils sont activés, se regroupent par deux, on parle de dimérisation, et à l'intérieur, leur sous-unité, leur partie interne à la cellule, s'auto-active, recrute des partenaires qui, à leur tour, activent une cascade de signalisation. Troisième et dernière catégorie, on a les récepteurs qui médient une protéolyse de facteurs de transcription latents. Alors ce concept est un peu complexe, mais pour le rendre plus simple, on peut dire que le message est reçu à l'extérieur de la cellule, reconnu par un récepteur transmembranaire, là rien n'est changé, mais ce récepteur transmembranaire va moduler soit la structure, soit l'activité d'une protéine qui est à l'intérieur de la cellule, qui va être soit dégradée, soit activée, et qui va, selon plusieurs modalités, il existe un très grand nombre de tels récepteurs, qui va, selon plusieurs modalités, in fine, activer l'expression de gènes en réponse au signal initial. Les récepteurs membranaires qui sont à la surface de la plupart de nos cellules, qui normalement sont prévus pour recevoir des signaux spécifiques, peuvent être détournés par certains virus ou certaines bactéries. Et notamment, le virus du sida est capable d'entrer dans des lymphocytes T, qui sont les cellules cibles de ce virus, en utilisant comme domaine d'ancrage
un récepteur aux chémokines qui est exprimé normalement à la surface de ces cellules. Donc, les récepteurs membranaires peuvent aussi être la porte d'entrée de certaines bactéries ou de certains virus dans les cellules et causer en cela l'infection qui en résulte. Il ne faut pas oublier que dans une cellule, on a des multiples récepteurs, des multiples voies de transduction et des multiples réponses. Et toutes ces voies et ces cascades de signalisation vont discuter entre elles. Et la réponse d'une cellule à l'ensemble des signaux qui arrivent à sa surface est homogène. C'est une réponse globale. Et bien cette réponse globale, elle est permise par la discussion entre les différentes voies de signalisation, et ces discussions croisées s'appellent en anglais des crosstalk, où on a une voie de signalisation qui peut aller jouer sur une autre et vice-versa, soit en l'activant, soit en l'inhibant. À la fin, la cellule adapte sa réponse à un ensemble de signaux de manière la plus homogène et la plus adéquate possible pour assurer sa survie. Voilà, donc cette vidéo est vraiment complète, donc elle présente déjà les différents types de récepteurs que l'on verra dans la suite. Donc on revient sur les deux grandes catégories, donc membranaire et intracellulaire. Donc dans votre cours, vous avez ici la représentation d'une cellule avec un noyau un petit peu disproportionné pour pouvoir rajouter des choses à l'intérieur. Donc la même chose, essayez de suivre déjà la construction du schéma et ensuite vous pourrez refaire ce schéma tranquillement. Alors, tout d'abord, on veut, évidemment, selon les récepteurs, on a deux types de molécules informatives, vous avez compris, hein, qui ont une polarité différente. Celle-ci est hydrophile. Donc là, je vous ai déjà mis des exemples, c'est intéressant puisque selon les sujets, on peut déjà vous donner des indices en citant donc, des hormones. Donc là, ce sont des hormones de nature protéique, donc protidique. D'accord? Donc toutes les molécules de nature protidique sont hydrophiles et donc là, on n'a que deux exemples, mais évidemment, ça peut être évidemment d'autres exemples. De l'autre côté, on va donc schématiser une molécule informative hydrophobe. Là, c'est un petit rectangle pour les hormones thyroïdiennes, mais évidemment en molécule informative hydrophobe, on a également les hormones stéroïdes. Alors j'ai pris deux formes différentes et je les ai représentées à deux endroits différents, puisque justement, même si elles sont hydrophobes, elles agissent sur des récepteurs donc différents. Alors, on va commencer par la molécule informative hydrophile. Donc cette molécule hydrophile, on l'a vu dans le chapitre sur les membranes, elles ne peuvent pas traverser la membrane puisque la membrane, le cœur de la membrane est hydrophobe. Donc elles vont se fixer sur un récepteur membranaire. Donc là, vous pouvez représenter un rectangle en bleu, pourquoi pas, de la même couleur hein, ici, avec un site de fixation ici complémentaire de la forme de la molécule. Donc cette molécule va se fixer sur ce récepteur. D'accord? Donc sur votre cours, hein, vous mettrez bien le point de départ et l'arrivée. Cette fixation de cette molécule, donc cette molécule ne peut pas rentrer, hein, on l'a vu dans l'animation, elle reste bloquée à l'extérieur, mais elle va pouvoir évidemment entraîner une transduction du signal pour arriver à la fin, au niveau cellulaire, une réponse cellulaire. Donc on verra que c'est un schéma assez simple, puisque évidemment on n'explique pas ce qui se passe entre la fixation de la molécule et la réponse cellulaire, mais justement ces différentes étapes seront expliquées par la suite. Là, ce schéma est là pour vous présenter justement le type de récepteur, membranaire ou intracellulaire, selon la polarité de la molécule. Donc hydrophile, elle reste à la surface. Pour la première molécule informative, donc les deux types d'hormones vont pouvoir rentrer à l'intérieur. Ici, j'ai donc dessiné un récepteur cytoplasmique, ça concerne uniquement les hormones thyroïdiennes. Donc là, les hormones thyroïdiennes, vous la placez déjà à l'extérieur. Vous voyez qu'elle est capable de, comme elle est petite et hydrophobe, elle traverse directement la membrane et se fixe sur son récepteur cytoplasmique. Donc dans le cas de récepteur cytoplasmique, retenez bien l'exemple des hormones thyroïdiennes, donc T3 et T4, que vous verrez justement l'année prochaine quand vous ferez le fonctionnement de l'hormone, de la glande thyroïde. Et l'autre hormone, donc les hormones stéroïdes, passent également la membrane, sauf qu'elle va agir sur un récepteur qui est fixé, qui est dans le noyau. D'accord? Donc là, j'ai redessiné l'ADN en double hélice, le récepteur qui a la forme complémentaire, et l'hormone stéroïde traverse donc la membrane,
va se fixer sur son récepteur nucléaire et grâce à cette fixation va entraîner une chaîne des réactions en cascade pour aboutir à une réponse cellulaire. Donc vous voyez en fait, on a 3 types de récepteurs, vous devez connaître les exemples pour chaque, et faire la différence entre molécules informatives hydrophiles, récepteurs membranaires, hydrophobes, intracellulaires, soit cytoplasmiques pour les hormones thyroïdiennes, soit nucléaires pour les hormones stéroïdes. Voilà, donc là, vous pouvez refaire tranquillement ce schéma en respectant au maximum les couleurs et les formes évidemment entre le récepteur et la molécule représentée. Alors, là, on va s'intéresser justement à ce qui se passe une fois que la molécule informative est fixée sur le récepteur. C'est ce qu'on appelle la transduction du signal. Puisque le signal est resté donc à l'extérieur, il va falloir le faire passer à l'intérieur. Donc sur ce schéma, on est dans le milieu extracellulaire ici, la membrane plasmique et le milieu intracellulaire. Le premier messager, c'est notre fameuse molécule informative. Elle se fixe sur son récepteur. Donc le cadre ici, alors vous pouvez faire un cadre ici, c'est le récepteur. Même, on va aller un peu plus loin, d'aller encadrer ou entourer ces 3 rectangles. C'est le récepteur. Ce récepteur est capable de détecter, c'est-à-dire qu'il va reconnaître votre messager, il va donc le fixer. Ensuite, une fois qu'il est fixé, il y a, vous voyez, dans l'animation, il y a les petites flèches, les pointillés. Ce message va être transféré à travers la membrane grâce au récepteur. Et ce récepteur va être capable de traduire, donc ce n'est pas la traduction comme on l'a vu en biologie moléculaire, c'est qu'il va traduire l'information portée par le premier messager, donc qui restait à l'extérieur, il va le traduire en fabriquant, en fabriquant plutôt, va aider la cellule à fabriquer un deuxième messager. Donc c'est une molécule qui porte exactement le même message que le premier messager, sauf que le premier, je répète, est resté à l'extérieur. Et donc le second messager reprend exactement le message, mais il a été fabriqué par la cellule, grâce au récepteur. Et grâce à ce second messager, on le verra, cela va entraîner donc une réponse cellulaire. Donc là, évidemment, on verra plus tard les différentes réponses cellulaires possibles. Donc cette notion de transduction, retenez bien, c'est le passage de l'information d'un premier messager qui reste à l'extérieur grâce au récepteur et qui va entraîner la synthèse, la fabrication d'un second messager qui porte exactement le même message pour entraîner une réponse cellulaire. Donc dans la partie cours, vous pouvez évidemment surligner, il y a des choses à rajouter. Donc l'interaction spécifique, donc c'est vraiment cette histoire de reconnaissance et de fixation, un peu comme ce qu'on a vu dans les enzymes. Donc ça entraîne des réactions moléculaires en cascade. Donc c'est ce qu'on appelle la transduction du signal, et le but c'est de faire répondre la cellule en fonction de la stimulation qui a été faite au moment de la sécrétion du premier messager. Donc j'ai remis ce petit schéma en haut. Donc si on reprend le cours, cette cascade donc, a pour but de libérer une molécule précise dans le cytoplasme. Cette molécule a pour but de faire passer l'information à l'intérieur de la cellule. Et donc cette molécule, c'est ce qu'on appelle le second messager. Donc là, j'ai vraiment remis une phrase puisqu'elle transmet l'information, exactement la même information qui a été portée par le premier messager. Donc celui qui s'est fixé sur le récepteur. Et l'autre fonction du second messager, ça a été d'ailleurs, on a insisté dessus dans l'animation, c'est de provoquer ce qu'on appelle une amplification du signal. Alors, à quoi ça correspond? C'est que lorsqu'il y a un premier messager, un seul, qui se fixe sur le récepteur, en fait, il y a production de plusieurs molécules de second messager. Donc, ce que vous pouvez faire sur votre document 7, donc comme je l'ai fait ici au-dessus, vous voyez, j'ai mis en fait 4 autres flèches. Ça veut dire que pour un premier messager, on peut synthétiser 5, 6, 20, 30 molécules de second messager. Et donc, on voit bien que l'information qui était portée par le premier messager a été amplifiée lorsqu'elle est arrivée dans la cellule. Donc rajoutez bien sur document 7 les flèches qui partent du récepteur et qui montrent bien que l'on produit plusieurs molécules de second messager. Voilà, donc cette troisième vidéo est terminée. Donc là, on a vu les différentes molécules informatives et ensuite les récepteurs associés en fonction justement de la polarité des molécules informatives. Pour les différents types de récepteurs tels qu'ils ont été présentés dans la vidéo, on va donc le traiter dans la quatrième et dernière vidéo. Donc s'il y a des questions sur cette vidéo numéro 3, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou me les envoyer par mail,
ou comme d'habitude me les poser quand on se verra en classe.